Pilote à la tête d'Air Madagascar, le commandant Hugues Tsifiren a convoqué la presse aujourd'hui, quelques jours seulement après sa nomination. Il a relaté sa stratégie de relance et de redressement de la compagnie. Ce plan dispose 3 phases, dont une stratégie pour sortir Air Madagascar de sa situation actuelle, c'est-à-dire redresser la trésorerie de la compagnie et affréter d'autres Boeing pour assurer le vol en courrier. Cette première phase durera 3 mois, selon le directeur général. En fait, on va passer par 3 phases pour le Madagascar. La première phase, qui est la phase actuelle, ça va durer au maximum 3 mois, de faire sortir le Madagascar donc, de cette perturbation. La deuxième phase consiste au redressement de la compagnie afin de la mettre sur orbite du transport aérien. Et à la fin, donc, la troisième phase consiste à mettre en place un plan stratégique réel et viable pour le futur d'Air Madagascar. Les tâches de ce nouveau directeur général et son équipe n'est pas chose facile. Il y a quelques mois, les 2 Boeing de la compagnie ont été interdits de vol au-dessus du ciel européen. Pendant le mois de mai seulement, la trésorerie d'Air Madagascar était de moins de 22 milliards d'ariages. Notons qu'actuellement, Air Madagascar loue à 435 000 € par semaine l'avion d'Air Alitalia. Les employés de la douane d'Antanmen campent sur leur position. Jusqu'à ce jour, aucune opération ne peut se faire depuis cette branche de la douane, et ce depuis une semaine. D'après le porte-parole des grévistes, ils ne comptent pas reprendre leur activité tant qu'ils n'obtiendront pas une réponse favorable à leur requête venant du ministère des Finances et du Budget. Une rencontre entre la commission mixte qui représente les douaniers et le ministre Erason Armapian s'est tenue la semaine dernière, continue-t-il, avant de rapporter que le ministre a promis d'étudier le transfert de technologie de la Cassinette vers les douaniers malagasy ainsi que le statut particulier de ces douaniers. Le ministre a expliqué également, selon toujours Ranjamad Landry, que l'enquête sur les trafics de bois de rose sera accélérée. Des paroles qui ne les satisfont pas. Suite aux différentes interprétations de certains observateurs quant à la participation de l'État au processus électoral, le président de la CENI, Erija Kutmanen, a réitéré ce jour que les appuis logistiques et matériels octroyés par les collectivités décentralisées n'entravent guère l'indépendance de la CENI. Les élections étant des affaires concernant tout citoyen, l'État et les différentes institutions sont les premières à apporter leur contribution. Toutefois, selon toujours ce responsable, le rôle respectif de l'État et celui de la CENI méritent d'être distingués clairement. N'importe où dans le continent africain, la CENI est toujours appuyée par le gouvernement. J'ai vu la CENI de l'Afrique du Sud qui est soutenue par l'Assemblée nationale, par l'argent de l'État. Donc l'indépendance de la CENI n'est pas du tout ternie en fonction de l'appui effectué par le gouvernement actuel. En ce qui concerne les préparatifs électoraux, l'appui du gouvernement est vraiment sollicité, je dirais, par la CENI. Mais dans le cadre de l'élection proprement dite, c'est là que l'indépendance de la CENI devrait être mise en exergue, puisque là, c'est l'affaire de la CENI toute seule. Il n'est plus question d'interférence avec le gouvernement ou d'autres partis du pouvoir. Justement dans ce sens, la région d'Analamang, sous l'égide du chef de région Mananzaranji Ambulun, n'a pas tardé à réagir en faisant don d'une dizaine d'ordinateurs complets et une voiture 4x4 mise à la disposition de la commission électorale régionale, un démembrement de la CENI au niveau régional. Pour la région d'Analamang, la récupération des FRE distribués est actuellement à hauteur de 90%. L'affichage de l'avis de dépôt des listes électorales de vérification dans les Fukuntani pour consultation des électeurs est prévu à partir du 25 juillet prochain, tandis que les travaux de saisie des additions et de retranchement au niveau des CID seront terminés le 20 juillet. De ce fait, la CENI assure que la date butoir du 31 juillet pour la finalisation des listes électorales sera respectée.
Il est 7h30 ici au CEG d'Antan Min, l'un des centres d'examen de la capitale pour les examens du CEPU. Les candidats s'impatientent. Ils ont attendu l'ouverture des portails depuis 6h30 du matin et ce dans le froid hivernal. Les parents ont remarqué que dans les convocations, il est noté que l'appel des candidats débutera à 7h30, d'où le mécontentement de la plupart des parents. Ce n'est que 15 minutes après que les responsables ont décidé d'ouvrir les portails et ont procédé à l'appel des candidats. Certains candidats ont attendu le jour J pour chercher leur salle d'examen. À part cet incident, tout s'est déroulé normalement dans ce centre d'examen de la capitale. Le chef de centre l'a d'ailleurs confirmé. Les candidats du CEPU ont entamé toute la matinée les épreuves d'opération et la connaissance usuelle. Selon certains candidats que nous avons interrogés, ils ont eu des difficultés à résoudre le problème posé et la matière malagasse. Puis dans l'après-midi, les candidats avaient à affronter les épreuves littéraires en plus de la géographie. Cette année, plus de 427 000 candidats ont passé les examens de CEPU, un nombre qui a augmenté de 10%. Près de 151 000 se trouvaient en Tanarive. Ils ont été répartis dans 457 centres d'examen. 7 milliards d'actions, tel a été le thème choisi par les Nations Unies pour marquer cette journée mondiale consacrée à la population. La Grande Île, à travers le ministère de la Population, n'a pas omis de marquer cette journée. À travers une projection de 13 minutes, le ministère de la Population souhaite conscientiser tout un chacun parmi les 20 millions d'habitants à Madagascar et parmi les 7 milliards dans le monde sur les droits fondamentaux prévus dans diverses réglementations. La constitution d'un pays résume ses droits fondamentaux. Outre cette projection qui sera diffusée dans toutes les chaînes de la capitale, un atelier pour présenter les résultats d'enquête réalisés auprès de 17 980 Fukuntang aura également lieu le 2 septembre prochain. Il s'agit d'un atelier initié par le ministère de la Population avec la participation de plusieurs responsables issus des Fukuntang et de toutes les entités concernées par ce problème de respect des droits de la population. En notre qualité de membre des Nations Unies, Madagascar célèbre chaque année, le 11 juillet, la Journée mondiale de la population. Le thème qui a été choisi par les Nations Unies cette année, c'est 7 billion people, 7 billion actions. You are one of the 7 billion, get involved. We have to count on each other. En traduction, nous sommes 7 milliards d'habitants, 7 milliards d'actions. Vous faites partie de ces 7 milliards. Engagez-vous, chacun doit pouvoir compter les uns sur les autres. Le ministère de la Population, cette année, a produit un petit film de 13 minutes qui a été projeté sur les écrans et projette pour le 2 septembre les États généraux du social qui verront la participation de tous les acteurs sociaux, donc tous ceux les centres, les œuvres, les responsables, enfin tous ceux qui sont concernés par le social, donc la société civile et les représentants, les présidents des quartiers ou des Fukuntang. Le but de cette grande réunion, c'est de pouvoir réfléchir et soumettre à tous les acteurs politiques et à l'État une politique nationale du social. Voilà en grande ligne et en résumé la manière que nous allons, notre manière de célébrer la journée de la population, la journée mondiale de la population à Madagascar. L'objectif du ministère de la Population à travers cet atelier serait de mettre en place une politique nationale pouvant répondre aux attentes de la population. Cette politique nationale partira du Fukuntang comme étant la base de tout développement. 2 jours de discussion orchestrés par le vice-président syrien et retransmis en direct par la télévision d'État avec un objectif, relancer le dialogue national. Un programme apparemment ambitieux mais qui n'a pas séduit l'opposition. Elle boycotte la rencontre. Nous espérons qu'à l'issue de ces débats, nous lancerons une réunion nationale globale pendant laquelle sera annoncée la transition de la Syrie vers un État multipartite et démocratique. Autour de la table, 200 personnes, essentiellement des membres du parti Baas.
Le régime syrien discute donc avec lui-même, mais a promis de réfléchir à une réforme de la Constitution, et notamment de son article 8 qui fait du parti Baas le seul dirigeant de l'État et de la société. Un monopole politique qui dure depuis 1963. Insuffisant pour l'opposition, elle exige au préalable à toute discussion la fin de la répression. Les combats continuent à Homs et Hama, et c'est depuis cette ville rebelle à 200 km au nord de Damas que l'un des leaders de la révolte populaire s'est exprimé. Des images, elles aussi, postées sur Internet. Les comités de coordination de Hama rejettent cette conférence. Elle ne nous représente pas, elle ne représente pas non plus le peuple syrien. Tout ça est artificiel. En ce moment même, des tanks sont postés autour de Hama et personne n'ose entrer ou sortir de la ville. Ils menacent les habitants d'attaquer. Hama, où les ambassadeurs américains puis français se sont rendus cette semaine. Une initiative vivement critiquée par Damas. Selon l'agence officielle syrienne Sana, les 2 diplomates ont été convoqués ce dimanche par le ministère syrien des Affaires étrangères. En France, l'ambassadrice syrienne a également été priée de venir s'expliquer, notamment sur des dégradations dont a fait l'objet l'ambassade de France à Damas. Du lieu de la catastrophe ne sont parvenues que ces quelques photos de débris qui remontent à la surface et des sauveteurs qui tentent l'impossible. Le navire de croisière gît par 20 mètres de fond. L'espoir de retrouver des survivants est pratiquement nul. On a retrouvé 2 bouées et d'autres éléments de sécurité, mais ils étaient vides. Sur le port de Kazan, les familles des disparus, plus de 100 personnes, comprennent que leurs proches ne reviendront plus. On me dit de me calmer, mais comment me calmer? J'ai mes 3 sœurs sur ce bateau. Le Bulgarie était un bateau de croisière âgé de plus de 50 ans, vétuste et dépourvu d'équipements de secours en nombre suffisant. On ignore à l'heure actuelle les causes du drame, mais le bateau semble avoir sombré en 3 minutes, entraînant par le fond des familles russes tout entières, mais aussi très probablement des touristes étrangers.